Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. Vous le savez maintenant, c'est le rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve 2 fois par semaine pour le débrief de la semaine NFL et des performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL. Alors on s'est vu la semaine dernière, la dernière fois, on a fait le top de la semaine. On se retrouve donc aujourd'hui pour le flop de cette semaine 7 déjà de NFL. Demain, on aura le top, les 10 meilleurs. Aujourd'hui, on a le flop, les 10 moins bons quarterbacks de la semaine. Je suis tout seul cette semaine encore, donc je le redis, n'hésitez pas, n'importe qui peut venir dans Franchise QB pour débriefer avec moi. Donc n'hésitez pas, c'est toujours plus sympa quand on est deux. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de venir participer à un épisode sur YouTube, sur Facebook, sur X, ex-Twitter, @QBoussari, QBU2SARIE. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet, on attaque le flop 10 de cette semaine. Et numéro 10 du flop 10, j'ai placé Desmond Ridder. Alors, pourquoi je l'ai mis là ? Oui, Desmond Ridder a gagné. Oui, il a eu à nouveau un bon drive, winning drive, comme on appelle ça, en fin de match pour placer son kicker et pour s'imposer. Ça, c'est très bien. Il a des stats à la passe qui sont pas affolantes, 19 sur 25, 250 yards. Pas de touchdown à la passe, pas d'interception. Il a marqué un touchdown à la course en début de match. Pourquoi je l'ai mis là ? Parce que tout simplement, cette équipe des Falcons, moi, j'arrive pas à m'emballer. On l'a vu, le jeu de course a été limité, les Bucks ont bien défendu dans la red zone. Bijan Robinson, j'ai cru comprendre, était malade, donc il était là, mais il a très très peu joué. Et en fait, quand on bloque ce jeu de course des Falcons, c'est compliqué. Alors, la passe, ça a été un petit peu mieux cette semaine, comme la semaine dernière. Ça commence à être ça. On commence à trouver notamment Kyle Pitts et Drake London. Donc voilà, ça commence à être, il commence à y avoir du mieux. Mais en revanche, trop d'erreurs de la part de Desmond Ridder. Il fait 3 fumbles perdus. Et notamment ce fumble, c'est pour ça que je voulais le mettre là principalement. Il a un deuxième touchdown à la course, tout fait. Il a juste à marcher dans la end zone en contrôlant le ballon. Il a fait le décalage. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se croit déjà arrivé, donc il protège pas son ballon. Il fait un fumble. Il fait un fumble qui est causé par la défense, qui finit en touchback. Et c'est les Bucks qui repartent de leurs 20 yards. Donc, moi, je crois vraiment pas en cette équipe des Falcons. Alors, je commence à entendre ça et là, oui. Alors là, les Falcons sont bien placés avec cette victoire pour remporter la division. J'y crois absolument pas. Je trouve que c'est un bilan de 4 victoires et 3 défaites qui est vraiment trompeur par rapport au niveau de cette équipe qui est vraiment inquiétant. Alors pour moi, les Saints étaient évidemment favoris de la division. Je pense qu'ils le sont toujours, même si ça commence à être de plus en plus affolant. On y reviendra. Mais même si les Saints n'arrivent pas à remonter la pente, personnellement, je vois les Buccaneers remporter la division plus que les Falcons. J'ai vraiment du mal avec cette équipe. Elle me convainc pas du tout. Et ce genre d'erreur-là, alors bon, ça coûte pas la victoire. Je redis encore une fois, il y a un bon game-winning drive dans le Money Time, mais c'est bien. C'est sa première victoire de mémoire à l'extérieur à Desmond Ridder. Donc voilà, c'est bien, mais il y a du mieux. Il y a des gros progrès à faire. Et donc c'est pour ça que je voulais placer Desmond Ridder pour parler de tout ça en 10e position de ce flop 10. On continue. Numéro 9, Sam Howell des Washington Commanders. C'était la pure jasse de la semaine. Défaite 14-7 des Commanders face aux Giants. Il a 22 sur 42, 249 yards, pas de touchdown, une interception. Il s'est fait saquer également 6 fois pour 52 yards de perte. Cette ligne offensive de Washington, c'est très compliqué cette année.
et Samuel n'arrive pas à gérer cette pression. On l'a bien vu. Alors ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps parce qu'il commençait à lancer à tout va, notamment Terry McLaurin qu'on n'avait pas vu, qui avait aucune réception en première mi-temps, a bien remonté la pente en deuxième. Mais il faut d'une manière ou d'une autre que ça s'améliore à Washington, soit que cette ligne offensive parvienne à performer un petit peu plus, soit que Samuel soit plus prompt à éviter la pression. Comment on évite la pression? Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on lance vite, vous avez des quarterbacks qui lancent très vite. Quand on lance vite, a priori, on n'a pas le temps d'être touché par la D-line adverse. Soit on se débarrasse du ballon, ça, il faut qu'il apprenne à le faire. Soit on court. Et Samuel, il l'a déjà montré qu'il sait courir. C'est pas très visible sur ce match, mais il avait un match, notamment dans ce match face aux Eagles qu'ils ont fait gagner, où il avait couru pour 40 yards en 6 courses. Je pense qu'il a moyen de courir un petit peu plus, Samuel, et voilà, de faire quelque chose pour éviter cette pression. Et en tout cas, tant qu'il aura autant de pression, ce sera difficile de s'améliorer à la passe. On continue avec le numéro 8 de ce flop et numéro 8. Et surprenant, j'ai placé Tua Tagovailoa. Et oui, il était numéro 1. Il était sur le podium la semaine dernière en tout cas. Et il retombe un petit peu dans ses travers. Pourquoi je parle de travers? Parce que finalement, ces Dolphins dont tout le monde disait que oh là là, ils sont très très forts, ils vont être inarrêtables, oh là là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on se rend compte que finalement les deux matchs où ils n'étaient pas forcément favoris, ou en tout cas où il y avait une grosse opposition en phase 2, c'est-à-dire le match à Buffalo et le match aux Eagles cette semaine, ils ont perdu les deux. Donc est-ce que cette équipe finalement, qui en effet est toujours impressionnante parce que c'est très explosif comme jeu, on trouve beaucoup de receveurs, il y a Tyreek Hill, Jalen Waddle, les coureurs également qui performent bien, notamment maintenant c'est Mostert puisque Ashane est toujours blessé. Mais cette équipe-là, excusez-moi, des Dolphins, quand elle rencontre de l'opposition, elle est en plus grande difficulté. Et je m'étonnais notamment d'une chose, c'est qu'il y a finalement, on pourrait dire qu'il n'y a presque pas de tight end dans cette équipe. Et on le voit face aux grosses équipes. Qu'est-ce que peut faire le quarterback pour justement éviter la pression? C'est se débarrasser rapidement du ballon, et notamment avec des soupapes de sécurité qui sont proches, qui jouent proche de lui. Alors on l'a vu un peu parce qu'il y a eu des sortes de trick play avec Tyreek Hill placé dans le backfield, Jalen Waddle aussi je crois sur une réception, mais il faut faire mieux face aux grosses oppositions. Et pour l'instant, on l'a pas vu, Tua Tagovailoa capable de ça. Ça fait 2 matchs perdus face à des grosses écuries. A priori, on tire pas la sonnette d'alarme parce que les Dolphins restent quand même une équipe convaincante. Hein. Ils sont à 5 victoires pour 2 défaites. Je regardais leur bilan, 5 victoires pour 2 défaites, sachant qu'en plus dans la division, il y a Buffalo qui galère un petit peu. Les Jets, on en a parlé avec la blessure d'Aaron Rodgers, ça risque d'être compliqué, même s'ils se battent bien. Les Patriots, ils ont fait quand même un mauvais début de saison, malgré leur victoire surprise cette semaine. On y reviendra aussi. Voilà, on ne tire pas la sonnette d'alarme, mais attention, face aux grosses écuries, il va falloir réussir à hausser un petit peu le niveau et peut-être à trouver d'autres solutions parce que cette attaque, elle tourne bien face aux équipes plus faibles et elle a plus de mal face aux équipes qui sont meilleures d'un niveau égal ou supérieur à celui des Dolphins. On continue, le flop de la semaine numéro 7, j'ai placé Russell Wilson des Denver Broncos. Alors oui, lui aussi a gagné, mais alors cette attaque des Broncos, il était pas beau à voir ce match, hein, que ce soit les Packers ou les Broncos. Il finit à 20 sur 29, 194 yards, un touchdown, pas d'interception. Cette attaque, elle est poussive à voir. Alors Courtland Sutton ne fait pas un mauvais match, mais Jared Jeudy, on le voit pratiquement plus. Il y avait des rumeurs d'ailleurs de transfert.
notamment j'avais entendu aux Chiefs. Alors est-ce que les Chiefs vont vouloir y aller maintenant qu'ils ont récupéré Michael Hardman? Je sais pas, mais il y avait des rumeurs de transfert. On verra, la limite des transferts, ce sera après la semaine prochaine, la semaine 8. Donc on verra si Jerry Jeudy reste à Denver. Ce match est gagné, mais cette prestation, elle est pas belle offensivement. Il y a peu de solutions. C'est assez pauvre, c'est assez triste à avoir joué. Donc voilà, Russell Wilson dans le flop cette semaine encore. Et on attend de meilleures prestations parce que bon, ce coup-ci, la défense s'est un peu ressaisie, mais l'attaque doit faire mieux que ça dans ce genre de match. Et ça va être compliqué la semaine prochaine puisque je crois que c'est à nouveau les Chiefs qui avaient déjà joué, alors pas ce week-end-là, mais celui d'avant où la prestation a été assez lamentable. Il faudra faire mieux. On continue avec le numéro, j'en suis à 6, numéro 6, Josh Allen. Des Buffalo Bills, et oui, il fallait en parler parce que je disais, les Bills, attention, parce qu'on disait ils étaient logiques favoris de division quand les Jets ont perdu Aaron Rodgers. On disait en plus ils ont battu les Dolphins, donc a priori c'était un adversaire de division. Battre un adversaire de division, ça vous donne toujours de meilleures chances à la fin pour performer, mais ça commence à devenir inquiétant. Ils sont à 3 défaites. Dans ces 3 défaites, il y a quoi? Il y a les Jets sans Aaron Rodgers, il y a les Jaguars, bon, d'accord, et puis il y a là les Patriots. On ne peut pas se permettre de lâcher ce genre de match. Alors oui, c'est une rivalité de division, oui, il y a toujours un peu des surprises. La victoire face aux Giants la semaine dernière n'était absolument pas convaincante sur le plan offensif. Et bon, ce coup-ci, il finit à 27 sur 41, 265 yards, 2 touchdowns. Il ajoute un touchdown à la course. Il fait un fumble perdu, je crois que c'est sur la toute dernière action du match, au moment de tenter une Hail Mary. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, il doit être capable de faire mieux et il est trop j'essaie de retrouver le nom, excusez-moi, Stephen Diggs dépendance. Quand on arrive à éteindre Stephen Diggs et quand Gabe Davis de l'autre côté est pas non plus au niveau, on a très très peu vu sur ce match-là, et il faut qu'il arrive à trouver d'autres solutions. Josh Allen, il est censé en être capable, c'est censé être un des favoris ou au moins un des prétendants au titre, cette équipe des Bills. Et là, cette semaine, c'était pas ça du tout. On continue avec le numéro 5. Numéro 5, j'ai placé Derek Carr des New Orleans Saints. Je vais vous donner ses stats tout de suite. Ça peut être étonnant quand on voit ses stats de le voir placé là. Il est à 33 sur 55, 301 yards, un touchdown, une interception. 301 yards, sauf que 301 yards, pourquoi? Parce qu'on est derrière et qu'on est obligé de lancer à tout va tout le match. Et le problème, c'est que globalement, elle a le talent pour performer, cette équipe des Saints en attaque. Je le redis à chaque fois, il y a un corps de receveur magnifique, Chris Olave, Michael Thomas, Rashid Shaheed notamment, les 3 receveurs. Alors Chris Olave, il faudra voir, il était impliqué dans une histoire d'excès de vitesse important en voiture. Là, il a été arrêté, donc je ne sais pas s'il peut y avoir des suites préjudiciables pour sa saison, mais en tout cas, faudra suivre ça. Mais le problème, pour en revenir à Derek Carr, c'est que cette attaque des Saints, elle est complètement éteinte dans la red zone, j'allais dire, et dans les moments clés en tout cas. Dans les moments clés, il n'y a plus personne. Alors Derek Carr, le reste du temps, il fait ce qu'il peut, il lance un peu dans tous les sens. Ouais, d'accord, il fait des yards, mais le problème, c'est qu'au moment où ça compte vraiment, au moment sur les 3e décisives, sur les first, second, third, fourth and goal, dans la red zone, et ben là, il n'y a plus personne. C'est éteint complètement, et donc il faut qu'il arrive à faire mieux. Alors il n'est pas aidé parce qu'il y a ce fumble de Foster Moreau, ce drop, ce ballon relâché de Foster Moreau en toute fin de match. Ils doivent égaliser et aller en prolongation. La passe est quand même, elle n'est pas hyper bonne, mais elle est quand même en hauteur. Il est tout seul et il fait ce drop dans la end zone, et sans ça, il y a touchdown et il y a peut-être prolongation. Mais malgré tout,
voilà, c'est lui le capitaine de ce bateau des Saints, c'est à lui de faire mieux, c'est à lui d'hausser son niveau de jeu, et pour l'instant, c'est peu convaincant. Alors, je disais, attention, ça vole pas, parce que la division est quand même pas très compliquée, ils ont un calendrier, je le dis toujours, qui est très favorable. Pour moi, en regardant avant la saison, ils étaient quasiment favoris de tous leurs matchs, à part peut-être celui-là, là, contre les Jaguars, donc ils ont un calendrier qui arrive qui est très favorable, la division est pas bonne, donc ils peuvent encore se qualifier, mais il va vraiment à un moment donné falloir se sortir les doigts, pour dire vulgairement, et faire mieux. On continue avec le numéro 4 de ce flop 10 de la semaine, et j'ai placé ici Jared Goff. Et oui, parce que qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, les Lions? Alors je donne ces stats, je sais pas si elles sont vraiment très pertinentes. 33 sur 53, 284 yards, pas de touchdown, une interception, il s'est fait saquer 5 fois aussi. Pourquoi je dis qu'elles sont pas pertinentes? Parce que le match il est plié à la mi-temps. Il y avait 28-0, j'ai entendu ça tout à l'heure. Il y avait 28-0 quand les Lions ont obtenu leur premier first down, leur première tentative du match. À partir de là, oui, alors en deuxième mi-temps, il a lancé un peu plus. Amon-Ra St. Brown a fait sa centaine de yards, d'accord. Il y a un touchdown à course de Jahmyr Gibbs, d'accord, mais bon, le match était déjà plié. Pour moi, là, ici, je vais privilégier la thèse de l'accident, mais encore une fois, les Lions, qui étaient sur un début de saison fanfare, ils avaient battu les Chiefs, ils avaient perdu contre Seattle, ce qui n'est pas infamant. Ils avaient ensuite eu un calendrier relativement favorable, mais même dans des matchs un petit peu plus relevés, comme contre les Buccaneers, ils avaient su se montrer dominateurs et dominants sur le terrain. Et ici, dans un match qu'on attendait comme équilibré, il n'a pas été équilibré du tout, et en face, ça a tourné dans tous les sens pour les Ravens. Et donc, Jared Goff, prestation compliquée cette semaine, mais moi, je privilégie la thèse de l'accident. Je pense que les Lions vont savoir rebondir. À nouveau, leur division n'est pas hyper compliquée et ils restent favoris largement de cette division NFC Nord. On continue, numéro 3, et puisqu'on parle de NFC Nord, on y reste, puisque j'ai placé Jordan Love. J'avais dit que l'attaque des Broncos était pathétique, et pourtant ils ont gagné. Pourquoi? Parce que l'attaque des Packers a été peut-être encore plus pathétique. 21 sur 31, 180 petits yards, 2 touchdowns, une interception. Ces 2 touchdowns, il y en a un chanceux parce que c'est une passe qui est tipped, comme on dit, elle est un peu déviée. Je n'ai pas bien vu si c'est un défenseur, je crois que c'est même le receveur qui n'arrive pas à s'en saisir. Et finalement, il y a Reed, le rookie, qui réceptionne le touchdown. Mais cette attaque, elle n'avance pas. Voilà, il y avait quelque chose à faire face à cette défense des Broncos qui était apathique depuis le début de saison, et ça n'a pas fonctionné. On attend encore que Christian Watson se montre vraiment comme un vrai gros receveur numéro 1, et on voit que sans ça, il est un peu perdu, notre ami Jordan Love. En plus, Luke Musgrave, le tight end, s'est blessé, je crois, alors il sera absent peut-être un match. Donc c'était une cible intéressante, je trouve, Musgrave pour Jordan Love, et voilà, il faut trouver d'autres solutions. Le jeu de course n'a pas été brillantissime non plus. Faire des screens, faire quelque chose en tout cas, mais non, Jordan Love cette semaine passe encore à côté de son match, et les défaites commencent à s'empiler, 2 victoires pour 4 défaites, et on se posera peut-être la question de ce qu'on fait avec les Packers la saison prochaine, s'ils ont un haut choix de draft. D'ailleurs, je le redirai, mais puisque j'en parle, je vais le dire maintenant. Je lance, alors c'est pas pour tout de suite, ce serait plutôt pour le mois de décembre, mais je commence à lancer un appel. J'aimerais faire une émission aux alentours des vacances de Noël. Donc à partir de la mi-décembre, on y verra un petit peu plus clair sur les bilans de chaque équipe. Et j'aimerais bien faire une émission avec plusieurs invités où on ferait, si vous voulez, une sorte de mock draft, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on prendrait l'ordre supposé à la draft au moment de l'émission. Et puis, donc là, par exemple, actuellement, ce serait les Bears, puisqu'ils ont le premier choix via le choix des Panthers. Et chacun viendrait nous dire un petit peu ce qu'il voudrait pour son équipe
l'année prochaine. Ça nous permettra de parler des quarterbacks de NCAA qui arrivent à la draft l'année prochaine, mais également des autres postes. Et voilà, donc on aurait par exemple un fan des Bears qui viendrait nous dire moi je pense qu'il faut changer de quarterback, donc je prendrais plutôt celui-là, ou alors non, moi je pense qu'il faut garder Justin Fields, donc j'irais plutôt sur un autre poste, celui-ci, ce joueur il me plaît bien. Et puis ensuite on passerait, alors j'ai plus l'ordre en tête, je crois que c'est les Cardinals en 2. Donc par exemple, je suis supporter des Arizona Cardinals. Donc je pourrais dire ce que je pense de ce que devraient faire les Cards. Voilà. Et puis on enchaînerait comme ça, voilà, sans faire forcément une mock draft bien établie, puisqu'il y a des gens qui font ça très très bien déjà. Mais simplement donner un peu des ordres d'idées, quoi. Moi je voudrais plutôt tel poste et donc tel joueur, et puis voilà, on aurait des petites propositions de chacun. Je trouve ça sympa comme idée. Bon, après c'est pas moi qui dois en juger, mais du coup si vous êtes intéressé pour venir faire ça, signalez-vous, dites-moi quelle équipe vous supportez, et si vous êtes intéressé par ce truc-là, il n'y a pas d'engagement pour l'instant, c'est vraiment je prends le pouls. Pour savoir, pour avoir un ordre d'idée. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter et me dire, moi, potentiellement, je serais intéressé, même si je ne suis pas encore très sûr d'être disponible. Et je supporte telle équipe. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Tout le monde est le bienvenu. C'est possible en visio, c'est possible en vocal. Si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, c'est pareil pour les podcasts de chaque semaine. Je répète que tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez venir me dire si vous avez envie de venir participer. Et donc, si vous avez envie de participer à cet épisode spécial là, du mois de décembre, dites-le moi également. On continue. Donc, Jordan Love, numéro 3 du flop 10. Numéro 2, oui, il fallait que j'en parle. J'ai placé Joshua Dobbs des Cardinals. Je suis désespéré. Je lance un appel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas si on va bien le voir. Là, je me mets comme ça. Mais je vous en supplie, rendez-nous Kyler Murray. Rendez-nous Kyler Murray. Je n'en peux plus de voir cette attaque, de voir cette équipe surtout. Parce qu'au début de saison, on disait ouais, les Cardinals ils vont avoir le premier choix, c'est une équipe cata, etc. Si on prenait que des tannés tout le temps, qu'on jouait très très mal, ok, on n'est pas bon, d'accord. Mais on est dans le coup quasiment à chaque match. Je regarde le détail là. Le seul match où on n'est pas dans le coup du tout, c'est la défaite face aux 49ers. Bon, assez logique, hein, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Et là encore, on perd de 10 points. Et à chaque fois, je lis ça un peu partout, hein, c'est pas que des supporters des Cards, c'est le commentaire principal qui ressort, c'est Kyler Murray aurait gagné ce match. Alors, bien sûr, moi je suis fan de Kyler Murray, donc je veux pas vous dire le contraire, mais sans faire forcément sans dire, me mettre à prier et à baiser les pieds de Kyler Murray. Mais on va en revenir à Joshua Dobbs, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors 19 sur 33, 146 yards, pas de touchdown à la passe, il fait un touchdown à la course, bon d'accord. C'est bien hein, de courir, hein. J'aime les quarterbacks qui courent, je suis fan de Kyler Murray, mais à un moment donné, si tu sais faire que ça, je sais pas, joue running back, joue autre chose, quoi. Parce que elle est apathique cette attaque, bon sang de bois. Et surtout, on sent qu'il est complètement perdu. C'est-à-dire que dès que la pression arrive, et on a eu un petit peu de pression sur ce match, Paris Johnson fait toujours une bonne saison, la ligne offensive performe mieux que ce qu'on attendait, mais il y a eu cette expulsion complètement débile et complètement justifiée de DJ Humphries, notre tackle gauche. D'ailleurs, je n'ai pas vu la suite des événements, mais j'espère qu'il prendra une suspension lourde, parce que, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, je vous laisserai aller voir, il a tout simplement foutu une claque à un arbitre. Il essayait de se battre avec un défenseur des Seahawks, l'arbitre s'est mis au milieu et c'est l'arbitre qui a pris. Donc ça, c'est absolument impardonnable. En plus, ça fait 2 saisons qu'il fait plus rien. Alors il a re-signé. On m'a dit ça l'autre jour. Il a prolongé. Qu'on essaye de le changer, hein. On parlait de draft tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien un tackle gauche à la draft. Pour faire de cette ligne offensive vraiment une ligne offensive énorme. Donc j'en reviens à Joshua Dobbs. Non, c'est pas possible d'être aussi apathique, il se passe rien.
il se passe rien. Et même quand il arrive à lancer quelques passes, c'est que des passes courtes, parce qu'il n'a pas le temps de faire mieux. Bon, il y a Zachers qui a fait un drop sur une passe qui n'est pas évidente, mais qu'il aurait dû avoir, d'accord. Mais j'en peux plus. Rendez-nous Kyler Murray. Si des membres du bureau des Cardinals parlent français et regardent cette vidéo, je vous en supplie, remettez Kyler Murray sur le terrain. Alors, pourquoi je parle de Kyler Murray? Il a été sorti de la liste PUP, Physically Unable to Perform. Il était sorti de cette liste, ça veut dire que les Cardinals ont 3 semaines pour l'activer. C'était mercredi, je crois, qu'il a été sorti. Donc, il pourrait revenir cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être. Je ne sais pas s'il y a encore un créneau la semaine d'après. Et s'il ne sort pas, ça veut dire qu'il ne reviendra pas de la saison. J'espère qu'il est en forme. Alors, s'ils l'ont sorti, c'est qu'a priori, il est en forme. S'il n'est pas en forme, bah non, ne le faites pas jouer. Mais s'il est en forme, mettez-le sur le terrain, bon sang. On joue plus rien, mais au moins, on verra ce que cette équipe a dans le ventre avec un vrai quarterback, quoi. Et au pire, s'il peut pas jouer, mettez-nous Clayton Tune, quoi. Bon sang, j'en peux plus de Joshua Dobbs. Vraiment, je désespère de tristesse devant cette attaque des Cardinals. J'espère que Kyler Murray va revenir très vite. On a alors, pas de bol pour lui, on a un calendrier très compliqué qui nous attend. Je crois que c'est les Ravens la semaine prochaine. Mais voyez tous ces matchs là, Seahawks, Rams, bon Bengals peut-être pas, mais Giants évidemment, et les Commanders au premier match. Allez, si on en prend déjà la moitié, ça ferait combien j'en ai cité là, 1, 2, 3, 4. Si on en prend 2, et ben on serait déjà à 3 victoires au lieu d'une, ce serait déjà un peu mieux. Et on verra si vraiment cette équipe, on dit tout le temps, Kyler Murray le gagne. Ben, on va jouer Kyler Murray, et puis on verra s'il le gagne. Parce que si la défense continue à être relativement solide, parce que mine de rien, on concède que 20 points face aux Seahawks. Moi, franchement, j'ai vu le début de match, j'ai dit on va en prendre 50. On concède que 20 points, il y a une interception du rookie qui jouait son premier match parce qu'il était blessé là au poste de cornerback. Donc voilà, on a une ligne défensive qui performe mieux que ce qu'on attendait, Cameron Thomas notamment. Et ben voilà, si la défense continue à être aussi solide et si l'attaque est menée par un vrai quarterback, je dis pas qu'on va aller en playoff, je dis pas qu'on va gagner, qu'on va finir avec un bilan positif. C'est pas l'idée, mais déjà, ce sera un peu moins triste à voir jouer. Parce que là, c'est triste. Moi, j'ai envie de pleurer quand je vois Josh Dobbs sur le terrain. Voilà. J'en reviens à mon flop. Et donc, Josh Dobbs, deuxième de ce flop 10. Et numéro 1 du flop 10, il y en a un qui a réussi à faire encore pire, c'est Brian Hoyer des Las Vegas Raiders. Alors, on espère retrouver Jimmy Garoppolo du côté des Raiders la semaine prochaine. C'est dommage parce que ce match contre les Bears, voilà, ils étaient à 2 victoires. Les 3 victoires, pardon, les Raiders, ils avaient un début de saison mieux que ce qu'on attendait. Et puis, ce match contre les Bears, c'était un peu 50-50. Il n'y avait pas le quarterback non plus titulaire en face. Et il y aurait eu peut-être moyen de faire quelque chose. Mais Brian Hoyer, il était catastrophique. 17 sur 32, 129 yards. Pas de touchdown, 2 interceptions. Franchement, c'est compliqué. Il a même été remplacé par Aiden O'Connell qui, lui, a lancé au moins un touchdown pour Meyers. Jacoby Meyers. Et donc... oui, mais l'un ou l'autre, a priori, c'est pas une solution. O'Connell n'a pas fait, bon, c'est qu'un rookie, mais il a pas fait des très très bonnes rentrées quand on l'a vu. Donc, au moins Jimmy Garoppolo, je pense que Jimmy Garoppolo aurait fait un match serré dans ce match-là, à minima. Je l'ai souvent mis dans le flop, donc je vous dis pas que c'est le quarterback de l'année, je vous dis pas qu'il va complètement révolutionner, mais au moins c'est un quarterback, on va dire, décent. Parce que Brian Hoyer, c'est pas possible, quoi. Il se passe rien, et pourtant, t'as Jack Myers et Davante Adams. T'as quand même une attaque qui est censée performer. On a vu un tout petit peu Michael Mayer, je crois, en début de match. J'avais dit il faut que cette attaque des Riders elle soit plus diversifiée. Et on commençait à l'être un petit peu. Donc si on intègre tout ça avec un quarterback d'un meilleur niveau, en l'occurrence Jimmy G, peut-être que ça peut être un peu mieux. Mais là, c'était pathétique cette attaque. Je disais sa note là, 37-1.
Vous savez, il y a des notes de quarterback qui sont établies par la ligue en fonction de tout un tas de performances statistiques. Est-ce que là, il a fait une bonne complétion? Est-ce que là, il s'est débarrassé du ballon alors qu'il avait d'autres choix? Ça fait baisser un peu sa note, etc. Donc voilà, il a été mauvais cette semaine, Brian Hoyer, encore une fois. Et on espère retrouver Jimmy Garoppolo la semaine prochaine. Je crois qu'ils jouent... Oui, ils sont pas en bye, il me semble. Ouais. Allez, on fait le bilan, le récapitulatif avant de se laisser. Du flop 10 de la semaine, j'ai placé numéro 10 Desmond Ridder des Falcons, numéro 9 Sam Howell des Commanders, numéro 8 Tua Tagovailoa des Miami Dolphins, numéro 7 Russell Wilson des Denver Broncos, numéro 6 Josh Allen des Buffalo Bills, numéro 5 Derek Carr des New Orleans Saints, numéro 4 Jared Goff des Detroit Lions, numéro 3 Jordan Love des Packers, numéro 2 Joshua Dobbs pour les Cardinals et numéro 1 Brian Hoyer. Voilà, c'est comme ça qu'on finit cet épisode de Franchise QB. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez des commentaires, des remarques sur ce que j'ai dit. Si vous avez envie de venir participer à un nouvel épisode, ce que j'ai dit aussi pour l'épisode spécial de décembre, si vous avez envie de venir, faites-vous savoir, ça n'engage à rien, juste pour avoir une idée du nombre de personnes qui seraient intéressées. Et puis nous, on se retrouve demain pour le top de la semaine. Ce sera le top 10, les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. À demain tout le monde et portez-vous bien. Bye bye.